Merci beaucoup Isabelle pour l'essentiel de l'actualité. Isabelle Piboulot, Rachel Kahn, toujours présente avec nous, tout comme Louis Dragnel d'Europe 1, évidemment. Merci d'être avec nous. Gauthier Lebret nous a rejoint. Bonsoir Julien. C'est une habitude dans ce punchline. Merci d'être là Gauthier, qu'on retrouvera à 21h bien sûr dans 100% politique. François de Rugy, toujours autour de la table, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Et Joseph Massescaron également. Voilà pour le plateau. Après le recours, un petit mot de politique pour commencer cette deuxième heure ensemble et cette heure sur Europe 1 en direct. Après le recours vendredi à l'article 49.3 par Sébastien Lecornu, 2 motions de censure étaient donc examinées aujourd'hui, sont examinées d'ailleurs en ce moment depuis 17h par l'Assemblée nationale. L'une a été déposée par le RN, l'autre par la gauche hors PS. Leur rejet... Oui, il y a des petits jingles. Leur rejet attendu vaudra adoption définitive du budget que le gouvernement a largement négocié avec les socialistes pour obtenir un compromis, éviter qu'ils ne le censurent. Tiens, Gauthier, pour vous lancer dans cette deuxième heure ensemble, un budget adopté en toute logique aujourd'hui, le bout du tunnel après des mois de discussion et de revirements. Oui, c'est une victoire politique pour Sébastien Lecornu et un échec... À quel prix ? Et un échec budgétaire, c'est-à-dire que le budget est catastrophique et calamiteux, les impôts vont augmenter, les dépenses vont augmenter, donc on est infichu de fermer ce robinet des dépenses et d'endiguer ces milliards de dettes qui se sont accumulées sous l'ère Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Mais c'est une victoire politique pour Sébastien Lecornu parce que là, il vient sans doute d'acheter son ticket pour être Premier ministre jusqu'à 2027, après les échecs de Michel Barnier. Et parallèlement, Emmanuel Macron a le ticket également pour rester en place jusqu'en 2027. Ah oui, mais ça, vous savez, il aurait pu enchaîner pour 5 ans. Il aurait pu enchaîner. Certes, mais il aurait pu se retrouver dans une impasse, une nouvelle impasse, qui ne sera pas le cas grâce à ce passage en force. Il aurait pu enchaîner 15 premiers ministres nommés Tartampion s'il avait fallu pour rester à l'Élysée. Il serait resté jusqu'à la dernière seconde. Il l'a toujours dit. Donc non, je pense que Sébastien Lecornu a été le plus habile politiquement, mais bon, à quel prix? Vous l'avez dit, Julien, c'est-à-dire qu'il a vendu son budget aux socialistes qui ont écrit quasiment la copie en tenant la main et le stylo du Premier ministre. On est ensemble en direct là depuis une heure déjà sur le plateau. Est-ce que on sait si les motions ont déjà été rejetées ou si elles ont déjà été votées ou pas encore? On a pas de résultat en tout cas. En tout cas, c'est assez peu. Enfin, pour donner quand même un petit élément de réponse, c'est assez improbable que le gouvernement soit renversé en fin d'après-midi. Il n'y a aucune chance, oui, comme vient de le dire Gauthier. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en fait, c'était un budget quoi qu'il en coûte, et donc c'est un budget avec n'importe quoi dedans. Et on voit quelque chose d'assez étonnant, c'est que cette année, personne ne revendique le budget, même pas les socialistes d'ailleurs, alors qu'effectivement, comme l'a dit Gauthier, c'est un budget très largement favorable à ce que demandait le PS. Et c'est une première dans l'histoire de la Ve République. Hein, c'est-à-dire que personne ne revendique le budget. C'est une première. Ah, le PS un petit peu quand même. Non, ils ne le disent pas. Oui, ils le disent pas. Ils le disent, mais à voce, mais c'est une première quand même que l'opposition, enfin, ni le gouvernement, ni l'exécutif, ni l'opposition ne revendiquent. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose de baroque. Pas de majorité du tout à l'Assemblée nationale. François de Rugy, moi ça m'intéresse, François de Rugy, de vous entendre parce que vous avez quand même siégé sur ce perchoir pendant un moment. Les arcanes de l'Assemblée, vous les connaissez mieux que personne. On sort de 3-4 mois de discussions, de palabres, de tergiversations, 4 mois. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Qui gagne, qui perd, selon vous d'ailleurs, dans ce budget 2026 ? Sur le fond, c'est quand même important, le budget, pour un pays comme la France, surtout où il y a un tel niveau de dépenses publiques, un tel niveau d'impôts. Et par ailleurs, c'est important, je l'avais dit d'ailleurs sur ce plateau à l'automne dernier, que le Parlement quand même vote le budget, parce que c'est une de ses premières prérogatives. Depuis qu'on a donné des pouvoirs au Parlement, encore sous la monarchie, on a dit le Parlement va voter le budget. Et là, on avait l'impression, depuis 4 mois, qu'en fait, les députés, ils s'ingéniaient à ne pas voter le budget. Et je ne sais pas si vous vous souvenez quand même de cet épisode surréaliste où quand un budget amendé par les députés est soumis au vote, à la fin de la discussion, il n'y a qu'un seul député qui vote pour. Et tous les autres votent contre. Parce qu'en fait, ils disent « Ah oui, on a amendé, mais en fait, il n'y a pas tous nos amendements qui ont été pris, ou il y a des choses qu'on... » Donc voilà, ça montre malheureusement qu'on est devenu dans un régime d'irresponsabilité assez généralisé. Et c'est bien triste pour la démocratie française, pour le Parlement, pour le budget aussi, parce que c'est le quoi qu'il en coûte, en effet. Et sauf que le quoi qu'il en coûte, quand c'était pour faire face au Covid ou quand c'est pour faire face à la crise énergétique, on pouvait se dire encore, bon voilà, c'est un moment où on fait un effort de dépenses pour sauver en quelque sorte le pays et l'économie 300 milliards.
Là, on a un petit mix de rigueur budgétaire et de concessions sociales. Dans le mix, hein. Je crois que c'est Madame Pannier-Runacher ce matin qui disait que ce budget ne prépare pas l'avenir. Il y a cette promesse de 5% du PIB. Franchement, elle est tenable. 5% du PIB pour le déficit. Mais en fait, le déficit par rapport au budget, lui, c'est beaucoup plus important. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. D'ailleurs, les dépenses publiques, si on voulait vraiment réduire le déficit à zéro entre la Sécu et le budget de l'État, il faudrait faire des économies de, en gros, 170 milliards d'euros. Déjà, quand Bayrou avait parlé de 44 milliards, tout le monde lui est tombé dessus en disant c'est impossible. Donc c'est un peu triste. Bon, il faut espérer qu'en effet, en 2027, là, enfin, il y a un vrai choix qui se pose aux Français et que les uns et les autres ne repartent pas dans des promesses démagogiques à tout va, parce qu'à la fin, on sait qui est-ce qui paye, ce sont les Français, avec des impôts supplémentaires. Parce que là, quand même, le résultat concret de toutes ces négociations budgétaires, c'est des impôts supplémentaires. On aurait pu penser que par démagogie, les uns et les autres disent non, on va baisser les impôts, mais même pas. Hein. C'est-à-dire que les uns et les autres se sont battus pour qu'il y ait des impôts supplémentaires. Or, il y en a déjà, c'est le record déjà au monde pour la France. Et à la fin, contrairement à ce qu'on dit Zuckman et les autres, on a eu droit au Zuckman Circus pendant quelques semaines, eh bien, en réalité, on peut remercier le service public d'ailleurs. Tous les Français, c'est jamais par contagion. Il y a un effet de contagion dès qu'on commence à augmenter les impôts. C'est jamais une petite catégorie, c'est tout le monde. Le fameux on en a aujourd'hui le résultat. Après, il y a toujours quand même, et je comprends les députés qui étaient devant un choix cornélien, est-ce qu'il valait mieux ça ou une France sans budget et une nouvelle instabilité? Bon, ça, je comprends qu'on se pose la question quand on est député et qu'in fine, certains aient dit faut quand même mieux voter ce budget pour passer à autre chose. On parlait tout à l'heure de faire des lois, par exemple, pendant l'année qui reste, sur la sécurité. Bon, voilà, là, on n'a rien fait, parce qu'il faut dire que le Parlement n'a rien fait. Il faut faire l'euthanasie, c'est prioritaire. Du budget. Gauthier, dernier mot. C'est un grand sujet dont on parle depuis 10 ans. Donc c'est aussi. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit la priorité des Français. Il y a beaucoup de Français qui attendent cette loi. Soins palliatifs, oui. Vous connaissez la liste des priorités des Français. Je ne suis pas sûr que l'aide à mourir soit dans la liste des 5 liberté de choix. Priorités des Français. Gauthier. Je suis d'accord avec vous. Il y a bien d'autres textes à débattre pour changer le quotidien des Français avant de parler de l'euthanasie. Et on conclut. On aboutit quand même donc à un budget qui enfin c'est vraiment le grand n'importe quoi. C'est d'ailleurs pourquoi François Bayrou avait tordu le bras d'Emmanuel Macron avec un vote de confiance pour organiser sa propre chute, parce qu'il n'avait pas envie, il avait bien compris que le seul chemin c'était de se vendre aux socialistes et il n'avait pas envie d'assumer ça. À tort et à raison, Sébastien Lecornu a fait l'inverse pour durer politiquement, et il durera sans doute jusqu'en 2027. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, lorsqu'on parlait des premières fois, c'est aussi la première fois que c'est l'opposition qui a demandé l'usage du 49.3. C'est François Hollande qui a demandé l'utilisation du 49.3. Et ça partait d'une promesse du nouveau Premier ministre de ne jamais l'utiliser. Elle est belle l'histoire. Et 3 mois plus tard, il se renie alors qu'il entre à Matignon en disant je n'utiliserai jamais le 49.3. Il en a utilisé une flopée depuis quelques jours pour clôturer ce budget. Au moins 3. Donc voilà. Elle est pas belle la France. est fait pour ça. Ceci est fait pour adopter un budget quand il n'y a pas de majorité. Oui, sauf qu'on est parti d'un postulat où un Premier ministre nous annonçait que jamais il ne brandirait ce 49.3. J'avais dit ici même que ça ne tiendrait pas. C'est le bout du tunnel, en tout cas pour le budget. Courte pause sur CNews Europe 1. On va se retrouver avec les déclarations des 2 stars du JT, des JT de France Télé, Laurent Delahousse, Léa Salamé, qui passaient face aux députés aujourd'hui dans cette fameuse commission d'enquête sur l'audiovisuel. Que faut-il en retenir? On vous dit tout dans une seconde. À tout de suite.